Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle saison de l'heure du bilan. On est très heureux de vous retrouver pour de beaux épisodes encore. On va faire le bilan de différents sujets. Et vous allez voir dans l'émission cette année beaucoup de nouveautés. Et pour ce premier numéro, nous recevons l'acteur Geoffroy Thiebaud. Bonjour. Bonjour. Et le journaliste série Alexandre Letraine. Bonjour Nicolas. Prêt à discuter, à se on va confier, essayer. à analyser. Ouais. Analyser, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bon. En parler, oui. En parler, oui. Et bien on passe tout de suite à la première partie de cette émission. C'est le sujet de la semaine. Et dans le sujet de la semaine, on va parler des séries. Évidemment, on va faire l'évolution des séries françaises de 1980 à nos jours. On parlera scénario, on parlera des sitcoms aux séries policières, les formats adoptés, les modes de communication des chaînes. On va parler de tout ça ensemble en ce dimanche. Et on va commencer avec cette année, 1987. Vous savez pourquoi, Alexandre Letraine? Pas du tout. C'est privatisation de TF1. Eh ben, qu'est-ce que... Oh là Voilà là, quelqu'un qui bravo, connaît bien, Alex. qui connaît bien son sujet. Et effectivement, c'est quand la chaîne TF1 est privatisée par le gouvernement Chirac. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer pourquoi cette privatisation a tout changé, Alexandre Letraine? Grosso modo, avant la télévision, c'était des chaînes publiques qui dépendaient pendant très longtemps de l'ORTF. Puis ensuite, il y a eu l'éclatement de l'ORTF à la fin des années 70, 1974. Et on a eu les chaînes qu'on connaît aujourd'hui, mais qui étaient toutes des chaînes publiques. Donc des chaînes qui dépendaient de l'État. Et donc en termes de création de séries, ces chaînes dépendaient de l'État avec les contraintes, les pressions que ça peut générer. Et pas de concurrence surtout. Donc ces chaînes n'ont pas été habituées à avoir de la concurrence et donc de l'émulation, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis, où les chaînes sont concurrentes les unes des autres, et des marchés publicitaires, etc. Donc ça crée de l'émulation pour la création de séries. Et puis d'un seul coup, alors il y a Canal+ qui arrive en 84, donc chaîne d'un abonnement, et puis TF1, première chaîne. Alors pourquoi la première, pas la deuxième, mais première chaîne va être privatisée, et là d'un seul coup, effectivement, c'est la révolution. Alors Geoffroy Thiebaud, c'est vrai que vous, on vous voit dans de très nombreuses séries à la télévision depuis de nombreuses années. Nombreuses années, oui. Exactement. Est-ce que vous, cette année, a changé quelque chose pour vous en tant qu'acteur? Cette année La privatisation. Ah, la privatisation oui, déjà de par les nouveautés qu'il y a eu sur TF1 et l'arrivée de la 5 aussi, qui était privatisée. Il y a eu beaucoup de sitcoms. On s'est essayé à créer des nouvelles séries qui n'existaient absolument pas. Et c'est Pascal Brognaud, d'ailleurs, pour ne pas la citer, qui a osé, je me souviens, puisque j'ai fait partie de l'une des toutes premières séries qui s'appelait Villa... Ah oui. Je ne sais plus comment. En cas de bonheur, voilà, ça s'appelait aussi En cas de bonheur ou Villa Villeray, un truc comme ça, ça s'appelait comme ça. On tournait dans les grands studios de Brie. Non mais et puis il y avait les moyens, c'était extraordinaire. C'était un vrai tournant finalement. Ça a été un vrai tournant pour les spectateurs parce que tout d'un coup ils se fidélisaient avec une série qui passait tous les jours. Finalement, Plus belle la vie et ressemble, quand on voit le concept, à Villa Villeray. C'est ça qui est extraordinaire. C'est vrai que cette évolution continue avec une innovation qui témoigne aussi de l'interdépendance entre les fictions françaises et américaines. Par exemple, en 1994, France 2 programme la série Urgence. Tout le monde s'en rappelle de cette série qui met en scène la vie du service des urgences de l'hôpital universitaire Cook County, c'est ça, de Chicago, à la place aussi de son film du dimanche soir. Ça n'a pas plu à tout le monde. Ça n'a pas plu à tout le monde, Alexandre. Ah non, je peux vous dire que les professionnels du cinéma, on leur explique, et ça a été pareil dans les années 2000 quand les experts sont arrivés le dimanche soir, quand on leur explique que vous allez avoir une soirée dédiée aux séries, qui est quand même le genre... américaine en plus. Quelque chose qui arrivait. Ah non, mais à l'époque, les séries américaines étaient diffusées plutôt l'après-midi, avec des séries qui étaient un peu au rabais. D'un seul coup, on leur explique qu'un genre méprisé par toute la communauté du cinéma va arriver en prime time et va remplacer le film. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, et surtout qu'en plus, ça a cartonné. Donc d'un seul coup, on s'est rendu compte que, bah ouais, mince, des séries en prime time, et en plus qui n'ont pas le format, parce qu'on l'a pas dit, mais les séries de TF1, c'est quand même grosso modo des formats de 90 minutes, ça. Sous le modèle du fameux gros film de cinéma. Donc d'un seul coup, c'est des formats 52 minutes, tels qu'on les connaît aujourd'hui. Game of Thrones, toutes ces séries-là n'ont pas découvert le format, donc format de 52 minutes, purée, ça marche. Et derrière, ça donne des ailes à plein de gens qui se disent, il faut que nous, on fasse pareil, parce que c'est possible, ça marche. Et c'est France 2 qui ouvre le bal, d'ailleurs. Oui. Et c'est vrai que c'est aussi le début d'une concurrence entre les séries françaises et américaines à ce moment-là. Ouais. Ça a pu faire peur aux acteurs, Geoffroy Thiebaud? Très honnêtement, moi je me suis pas posé la question une seule seconde. Ouais, cette arrivée des séries américaines dans nos écrans. Non, parce que d'abord... Peur d'avoir moins de rôles du coup? Non, parce que je pense que les séries américaines, on les connaît.
elles font pas d'ombre aux séries françaises. Et justement, c'est bien en même temps qu'il y ait cette dualité, je dirais, entre les séries françaises et américaines. Parce en tout que cas, ça elles ont ringardisé certaines séries qu'il y avait chez nous. Ça a foutu un coup vrai. de vieux. Quand vous voyez arriver, je sais pas, à 24 heures chrono, les experts, Voilà. et qu'à côté sur TF1, vous avez Navarro, Julie Lescaut, je veux pas te dire, mais enfin, c'est vrai qu'un Kiefer Sutherland dans Jack Bauer de 24 est quand même un peu plus fandard que ça bougeait. qu'un mec comme Roger Hanin, qui est un très bon comédien, mais enfin, il a 80 ans, il est toujours flic, ça n'intéresse pas forcément beaucoup tout le monde. Et c'est vrai que France 2 aussi continue de surprendre, lance en 1997 par exemple une soirée de polar. Alors, c'était composé de plusieurs épisodes de séries policières différentes. Alors on retrouve des séries comme Avocats et Associés ou PJ également. Est-ce qu'on peut dire aussi que France 2 a popularisé les séries policières ? Popularisé. Non, parce que Navarro, quand même, faisait 10 millions de téléspectateurs. Julie Lescaut, pareil. Non, ils ont simplement, d'un seul coup, ils ont montré que... Ils sont alignés aussi, peut-être ils sont alignés sur un format, en tout cas. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils tranchaient. Jusqu'à présent, France 2 essayait de concurrencer TF1 sur le même registre, des épisodes de 90 minutes. Là, ils cassent le truc. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand vous regardez les séries télé américaines, vous avez 3 épisodes d'une même série à la suite. France 2 se calque sur le modèle américain et propose un épisode toutes les heures. Ce qui est antinomique. D'habitude, on dit qu'il ne faut pas faire ça, les gens vont zapper. Là, les gens, ils avaient 3 épisodes de série. Il y avait Central Nuit aussi avec Michel Breton. Dans lesquels j'ai tourné. Bah voilà, tu vois. Un guest. Vous avez une sacrée carrière. Hein. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être guest dans de nombreuses séries. Oui, effectivement, avec des personnages très différents. Ouais. Et on ne me reconnaissait pas forcément, mais peu importe. C'était toujours des rôles assez creusés, on va dire. Puisque le fait de participer à une série, on a ce privilège finalement d'arriver comme neuf et de repartir presque aussi neuf. Et c'est vrai que d'ailleurs, vous avez joué vous aussi dans la série Avocats et Associés, c'était en 2003. Oui. Et avant ça, dans Commissaire Moulin, est-ce que vous, en tant qu'acteur, vous avez senti aussi ce gain de popularité pour la série policière au fil des années ? Ouais, cela dit, c'est vrai qu'Yves Régnier, avec son Commissaire Moulin, était assez innovant parce qu'il musclait tout d'un coup les séries policières. Il était en perfecto. Enfin. Oui, ouais. Et puis c'est vrai que le Commissaire Moulin, moi j'en ai fait 3, 3 personnages différents. Et donc je connais un petit peu le personnage Yves Régnier. C'est vrai que tout d'un coup, mais le fait que la série dure 1h30, parce que le Commissaire Moulin durait 1h30, ça malheureusement, je pense que c'est pour ça qu'il a perdu de la vitesse. Ouais. Au bout d'un moment, il y a un manque de rythme. C'est vrai que c'est ce qu'on disait. Le 52 minutes, comme on l'appelle, on est obligé d'aller plus vite. On ne peut pas avoir les mêmes intrigues. Et puis surtout, l'intrigue se suit d'une semaine en semaine. Le Commissaire Moulin, alors c'est une vieille série, elle datait à la fin des années 70 quand elle a commencé. Mais le Commissaire Moulin, c'était une histoire et ça ne se suivait pas d'un épisode à l'autre. Mais elle était effectivement très différente des séries comme Navarro ou Julie Lescaut. On va faire maintenant un bond dans les années 2000. Et c'est vrai qu'à cette époque, on a un nouveau souffle, encore une fois des États-Unis, notamment sur des chaînes du câble qui créent les Sopranos, notamment. C'est une série de gangsters, hein, c'est ça, Alexandre ? C'est une série sur la mafia, sur un parrain de la mafia dépressif. Et les chaînes un peu traditionnelles rivalisent avec des fictions comme Desperate Housewives ou les Experts. Quelles ont été les conséquences à ce moment-là sur les fictions françaises ? Les mêmes en fait que dans le monde entier, c'est-à-dire que dès que vous avez un acteur qui arrive et qui vous fout un coup de vieux, vous avez intérêt à répondre. Le problème, c'est qu'en France, on répond un peu moins vite qu'ailleurs. On n'est pas très rapide, et donc on met quelques années. Oui, mais quand on le fait bien. Mais quand on le fait, on le fait bien. Positif. Mais il y a quand même eu un sas une soupape à un moment donné où on n'arrivait pas à réagir. Et je crois qu'il y a eu un ventre mou au début des années 2000, et même jusqu'au début des années 2007, à part Canal+, qui lance ses créations originales en 2005, il n'y a pas eu de vraie réaction de la part des chaînes françaises. Enfin, non, c'est vrai que Canal+, enfin on en reparlera tout à l'heure je pense, mais je pense que les chaînes françaises se sont tablées par rapport à ce qu'a proposé Canal+, tout d'un coup. C'est vrai qu'avant, ils restaient un petit peu à l'arrière, endormis, on va dire, et sur des vieux trucs, on va dire. C'est vrai qu'on a aussi en 2005, alors là la fiction française elle se démarque quand même un petit peu avec Canal+, effectivement, qui propose ses propres créations originales aussi. On a par exemple Engrenage, hein, évidemment, c'est une série judiciaire, policière qui a connu un grand succès. Qu'est-ce que ça vous inspire ce début d'Engrenage ? Est-ce que ça a été un vrai tournant pour Canal+? Ça a été un vrai tournant parce qu'ils étaient quasiment absents avant en termes de séries. Il y avait eu juste des sitcoms. Alors, Geoffroy en parlait tout à l'heure des sitcoms des années 80, mais il y a eu les sitcoms de Canal avec H, avec Jamel Debbouze et... Ça c'était bien. Et voilà, oui.
Non, Nope. pas Je d'accord. suis pas un gros fanat. Pourtant, ça tourne encore quand même sur Ouais, Internet. ouais, Ça ouais, tourne ça beaucoup. repasse, C'est ça quelque chose repasse, quand même qui a mais- peut-être marqué, qu'on aime ou Ça a pas, marqué une l'histoire, génération. une Ça a marqué une Oui, génération. moi je pense Ouais. aussi. Il faut, Ouais. tu sais, tu es beaucoup Geoffroy plus vieux que tu Thibault. le crois. C'est vrai. Non, non, mais bon, peut-être parce que moi j'avais des amis dans cette série. dans cette série, c'est peut-être pour ça. Et puis bon, le ton était léger. Hein, voilà. C'était donc, pour distraire le distraire, téléspectateur. ouais, C'était des absolument. petites blagues. Au niveau du scénario, Alexandre Letraine de H, qu'est-ce que vous en Non, pensez? bah, il l'a dit. Hein. Hein, c'est pas trop votre tasse de thé. Non, je suis pas un grand fanat de gens comme Eric Ramsey ou voilà, mais après ça a eu effectivement un gros succès. Mais le vraiment changement, c'est 2005 avec l'arrivée d'Engrenage, parce que d'un seul coup, on a une série qui a les deux pieds dans le réel, qui parle de la vie quotidienne des gens, qui parle des problèmes de délinquance, qui parle de banlieue, qui parle de plein de choses, que des sujets que les chaînes de télévision ne veulent pas aborder parce qu'on dit que ça va être anxiogène. Ça, c'est le grand mot qu'on entend dans les chaînes de télévision. Ouais. Il faut surtout pas faire ça parce que les gens vont être anxieux. Donc voilà, donc on a ce lancement de 2005 et puis Ça, c'est la principale crainte des chaînes à ce moment-là. mais encore aujourd'hui, hein, Ouais. la frilosité de dire attends, non, ça c'est un peu anxiogène, vous pouvez pas dire ça. Les gens quand ils rentrent, ils ont pas envie de se prendre la tête. Mais quand ils regardent 24 heures chrono, c'est quand même 24 épisodes pour vous expliquer qu'il y a un attentat terroriste qui va ravager les États-Unis. Je veux dire, c'est quand même un petit peu anxiogène. Donc pendant ce temps-là, à la télévision française, sur les autres chaînes, on voit rien quoi. On voit rien d'autre. Donc vous avez Engrenage et puis vous avez quand même effectivement, si la seule réaction c'est Plus belle la vie sur France 3 Qui cartonne. qui Oui, cartonne et bien qui est sûr. lancé en 2004. Et qui est une vraie. Déjà. Ouais, Et ça d'ailleurs, fait comment on déjà peut expliquer cette longévité? Parce que ça, c'est rare, la longévité à la télé. C'est rare chez nous, effectivement. Aux États-Unis, les Feux de l'amour existent depuis 1973. C'est exactement le même modèle. Même Urgence, ça existait quand même pendant Urgence a un certain duré temps. 15 ans. Ça a duré, 15 ans. oui, a duré 15 ans. Mais, Qu'est-ce qui explique justement on est beaucoup plus frileux en France qu'aux États-Unis? Alors, le Plus belle la vie, ce genre du soap, c'est quand même un genre très particulier. C'est-à-dire que c'est du quotidien. Il y a une vraie interactivité avec le public. On finit par connaître les gens. Ils rentrent chez nous. Enfin, encore plus que la série hebdomadaire. Donc, mais il a fallu aussi que France 3 accepte de laisser du temps parce qu'au début, c'était un four en audience. Ouais. Ça faisait 1,5 million de téléspectateurs. Et maintenant, c'est autour de 5 millions. Oui, autour de 5 millions. Alors c'est vrai que aussi peu à peu les séries françaises se mettent à la page. Alors là on est dans les années 2010 lorsque les chaînes se mettent à vouloir aussi fidéliser les téléspectateurs grâce à l'innovation notamment de leur contenu. On voit des marques françaises émerger comme Un village français notamment. Alors ça c'est une série basée pendant la Seconde Guerre mondiale où Candice Renoir qui suit un commandant de police, c'est ça comment vous expliquez justement ce regain d'intérêt en France pour les séries françaises alors que c'est vrai que la fiction américaine quand même avait une position dominante à ce moment-là quand même. Enfin, ça a bougé hein, au lignes ont départ. bougé. Oui. La qualité, comme tu disais tout à l'heure, la qualité aussi n'a pas été... Oui, par exemple, Nicolas, vous citiez Engrenage, mais moi je voudrais quand même citer Braco, qui m'a quand même mis en avant. Non, mais comme on était à peu près au même... À ce moment-là. On a démarré ensemble, 2009, oui. Engrenage, c'était un petit peu plus tôt, un petit peu avant, 2005. 2005, ouais. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, les gens avaient ce besoin de retrouver une authenticité dans les séries et pas de les endormir. Voilà. Et puis c'est l'arrivée d'une pointure du cinéma comme Olivier Marchal, qui chapeaute toute la première saison de Braco, qui initie le projet, qui le crée, qui en fait son bébé. Donc là, on a vraiment quelque chose d'important. Et dans le même temps, c'est vrai qu'aux États-Unis... Ouais, mais dans le même temps, aux États-Unis... Donnez pas tout ce que vous avez, Alexandre. Non, mais il y en a encore sous le pied. Garde-en. Gardez-en un peu. Non, mais c'est vrai que pour répondre à votre question, aux États-Unis, il se passe un phénomène qui est un peu... c'est un peu le vase communicant. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, grosso modo, les séries américaines que vous voyez sur les chaînes comme TF1, France 2, viennent des networks américains, c'est-à-dire des grandes chaînes de télévision. Donc tant qu'eux, ils font des séries qui marchent, elles arrivent chez nous, ça marche chez nous. Eux, depuis quelques années, ils ont un vrai problème, c'est qu'ils n'arrivent plus à avoir des marques qui réunissent un grand public. Donc ces séries ne viennent plus chez nous. Et du coup, nos séries à nous, elles profitent de cet espace vide pour reprendre un peu, reconquérir leur audience. Et ça n'est que depuis 2 ans, c'est hallucinant qu'on on rejoint les autres pays d'Europe en termes d'audience où nos séries françaises marchent mieux que les séries américaines. On a mis du temps. Et justement, c'est vrai qu'en 2012 aussi arrive pour la première fois une série de genre sur Canal+, notamment Les Revenants. Déjà, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est les séries de genre? La série de genre, en même temps tout est un peu du genre, mais quand on dit du genre en général, c'est qu'on va dans quelque chose d'un peu fantastique, un peu de science-fiction, un peu d'horreur. Et là, Les Revenants, effectivement, on est dans un petit village de montagne, et d'un seul coup, tous les gens qui sont morts reviennent à la vie. Et pourquoi reviennent à la vie?
Ça, c'est une vraie question, il y a un vrai mystère à l'intérieur. Et ils reviennent à la vie, non pas en mode Walking Dead, décomposé et tout, ils reviennent à la vie. Mais beaucoup comme plus ils sont réaliste. restés. Mais comme on est resté là. C'est pour ça que ça a marché, je crois. Et c'est pour ça que ça a marché. Ça vous plaît, ce genre de série, Moi, Geoffroy je Thibault? suis friand. Ouais, friand. Oui, des séries de genre, oui. Ah oui, oui. Ouais. Par exemple, il y a une série qui marche très bien en ce moment, je pense, tu vas me dire si je me trompe, toi, l'encyclopédie des séries. Non, mais tu me dis si c'est le bon titre, Stranger Things. Exactement. Qui passe sur Netflix. Et en même temps, c'est du genre, mais déjà vu, on va dire, puisqu'il y a un semblant de Gremlins, de Goonies. De Goonies. En référence à la pop culture américaine des années 80, donc c'est quelque chose qui marche très bien et c'est vachement bien. Et c'est vachement bien, voilà. Moi j'adore les films, parce que tout d'un coup, on est transporté, on n'est plus dans un quotidien, on se laisse aller à quelque chose qui nous est, qui est impalpable. Et le scénariste est capable de nous entraîner là où on n'a pas l'habitude d'aller. Et surtout dans quelque chose que la France aime bien faire et qui a pourri un peu notre fiction aussi pendant très longtemps, c'est qu'il faut être à tout prix réaliste chez nous. Ça, c'est un truc, je sais pas pourquoi. C'est quelque chose de nouveau, pénible. Ça c'est la vieille manie du cinéma d'auteur où il faut être à tout prix dans le truc un peu méta. Alors, on se regarde penser, on se regarde réfléchir, on se regarde regarder. Enfin, c'est un truc hallucinant. Et ça a pourri. Et le culte du réalisateur-auteur de la nouvelle vague des années 60 a vraiment handicapé. On se fait des films pour se faire plaisir et pas des films pour faire plaisir aux gens. Et ça, les Américains, ils savent très bien le faire. Ils font des programmes qui plaisent à tout le monde et qui plaisent au monde entier. Qu'est-ce qu'ont changé aussi l'arrivée des réseaux sociaux dans le monde des séries? Expliquez-nous un peu ce phénomène, aussi ce mode de communication des chaînes. C'est simple. Aujourd'hui, une série qui ne marche pas mais qui fait parler d'elle sur les réseaux sociaux a des chances d'être renouvelée. C'est vrai. Et ça, vous confirmez? Oui. Mais nous, en tant qu'acteurs, même en tant qu'acteurs dans les séries, c'est fou comme les gens nous suivent dans les réseaux sociaux, par les réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux du reste, et que tout d'un coup, ils vont se permettre des commentaires, voire difficiles à accepter. Certains sont durs, d'autres qui te magnifient. Donc voilà, maintenant, on peut pas. C'est très important les réseaux sociaux. D'ailleurs, ils ne se trompent pas, les chaînes. Non, vous êtes attentif moi, quand vous jouez dans une série, est-ce que vous êtes à l'affût de savoir ce qu'on va dire sur vous? À l'affût peut-être pas, mais je regarde, oui. Oui, je regarde, mais c'est très terrible. important. Mais en même temps, c'est terrible. Moi qui ai déjà fait l'expérience de regarder le lancement d'une série par le prisme de Twitter, c'est effrayant. C'est-à-dire que vous n'avez en général que ceux qui ont quelque chose de négatif à dire, qui ne passent leur temps que la soirée à regarder le truc juste pour critiquer. Ça n'est absolument pas constructif. Le problème, c'est qu'effectivement, les chaînes en tiennent un peu compte. Et ça, c'est terrible. Parce que s'imagine que 3 Pékins qui font... C'est vrai qu'il y a de la méchanceté un peu gratuite aussi de la part... Oui, et puis le problème, c'est qu'en 140 signes, il faut que vous fassiez du bruit. Il faut faire parler de vous. Donc, pour faire parler de vous, faites pas parler de vous si vous êtes gentil avec quelqu'un. Donc, il faut dire du mal. C'est gentil de m'avoir invité, alors. En tout cas, c'est vrai, ça a été un vrai tournant pour les chaînes et leur communication. Alors maintenant, Geoffroy Thibault, Alexandre Letraine, on va passer à une nouvelle rubrique, vous êtes d'accord? Non. C'est la première fois que je le fais. On est partant. Si c'est la première fois que vous le faites, on va l'inaugurer. Ça va être un petit jeu, vous allez voir, c'est sympa. On passe tout de suite au devine qui c'est. Et dans le devine qui c'est, le principe, on va regarder des photos floutées. Le fond va vous dire quelque chose. Alors évidemment, on est dans le thème des séries, je ne vais pas vous montrer autre chose que des personnages de séries. Restons dans notre thème, soyons sérieux. Je vais vous montrer tout de suite cette première photo. Alors, avez-vous deviné de qui il s'agit? C'est assez simple. C'est vrai que oui, le fond, merci. Le fond tout d'un coup, je commence à me demander pourquoi vous m'avez invité, mais je sais pourquoi. En tout cas, le fond, rien que le design, la couleur. nous dit quelque chose. C'est Braco. Alors, oui, alors réponse. Braco. Non, c'est un homme, une femme. Un gars, une fille. Non, mais je le fais exprès. Je sais pas. Un gars, une fille, Alexandra Lamy et Jean Dujardin. Jean Dujardin, bien évidemment. sûr. Et Mathieu Madénian. Oui. Oui, pas dans la photo qu'on a regardée. Non, mais il faisait les mains, que vous voyez dans Un gars, une fille. Alors là, vous m'apprenez quelque chose. C'est lui qui faisait les mains dès qu'il y avait quelqu'un qui parlait, que c'était un homme qui parlait en face, c'était Mathieu Madénian. Alors c'est vrai que cette série a marqué le paysage audiovisuel français. Elle mettait en scène la vie d'un couple joué par Jean Dujardin, alias Loulou, d'ailleurs, et Alexandra Lamy, alias Chouchou, évidemment. Oui. Souvent aussi appelé Alex dans la série. On pouvait aussi bien les voir à la maison, au bord d'une piscine, en voiture, Ils en ont fait combien? Alors, 500. Non, plus que ça. Alors combien je crois qu'ils sont autour de
pas m'avancer, mais autour de 3000 épisodes. C'est incroyable. Et d'ailleurs, aussi, ça a été inspiré de la série québécoise. Hein, un format québécois qui faisait, je crois, 26 minutes. Qui n'était pas en format sur le même modèle. Voilà, donc, mais Alexandre Letraine, est-ce qu'on peut dire que cette série a donné la voix à Scène de ménage, notamment sur M6, et même, j'irai plus loin, à Nos chers voisins sur TF1 Est-ce que c'est le début de tout? C'est le début, en tout cas, des programmes courts. Des modules. Des modules courts qui, pour moi, sont des sketchs et ne sont pas des séries. Il n'y a pas de narration, c'est pas à suivre. La seule chose, c'est qu'on retrouve des personnages. Donc, effectivement, ensuite, il y a eu Kaamelott entre les deux. Il y a la Scène de ménage. Caméra Café, qui est aussi un Caméra peu Café, dans le même genre. Tout à fait. Scène de ménage, évidemment, puisque quand même, il y a Audrey Lamy dedans qui quand même fait exactement la même chose que d'Alexandre Lamy. Elle fait la même chose que sa sœur dans la série, elle s'est pas trop foulée. Alors qui s'en va Qui s'en va Qui s'en va. Qui s'en va, qui est une super comédienne, mais je trouve que voilà, elle plagie beaucoup sa sœur et moi ça me plaît pas des masses. Alors c'est vrai que Geoffroy Thibault, vous avez incarné différents personnages, comme on le disait, dans des séries françaises, comme dans Joséphine Ange Gardien, Commissaire Moulin sur TF1, et même on le disait dans Plus belle la vie. Est-ce que jouer un rôle dans une série un peu comme Un gars, une fille, ça vous aurait plu? Ah bah, si on me l'avait proposé, c'est amusant. Non, mais l'exercice, c'est amusant. Maintenant, sur la durée, je sais pas. D'ailleurs, on ne fait pas appel à moi. Récurrent. Donc il y a sûrement une raison. Je pense qu'il faut avoir pour faire un gars, une fille. Non, mais pas faire. Enfin, les deux d'ailleurs. Oui, ça serait sûrement très bien d'ailleurs. Ça serait très bien. Non, mais donc voilà, je pense que c'est une mentalité. Il faut avoir la rapidité. Moi, j'ai plus de rapidité. Ouais. En fait, dans mon esprit, ça commence à devenir. Et vous avez des talents d'imitateur. On va regarder super bien Michel Sardou quand même. On va regarder tout de suite cette deuxième photo. Alors, est-ce que vous avez deviné? Je peux, parce que quand même, c'est Victor Lanoux dans Louis la Brocante, notre regretté Louis Brocante. C'est aussi une manière de rendre hommage à Victor Lanoux qui nous a quittés récemment. C'est vrai qu'il a incarné pendant 13 saisons ce rôle de Louis Roman dans la série Louis la Brocante. C'était sur France 3. Elle mettait en scène un peu ce brocanteur très généreux qui vient constamment en aide aux autres, qui est un peu enquêteur aussi. Hein. Il y a toujours dans ses clients... Avec Evelyne Buil. Hein. Évidemment. Et puis on le voyait au volant. Je le dis parce que j'ai fait un guest dans cette série. Ah ouais, oui, bien sûr. Et on le voyait, je ne savais pas, non, je l'avais pas vu. Au volant de ce vieux fourgon, c'est ce qu'on voyait derrière la photo qui était un peu flouté parce qu'il y avait marqué en gros Louis la Brocante, ça aurait été pas un jeu sinon. Oui, c'est vrai. Ce vieux fourgon Citroën. En tout cas, est-ce que on peut dire que, j'ai envie de dire, Louis la Brocante, c'est la réussite de France 3? Alors, c'est maintenant que je m'en vais. Tu vas te faire des ennemis. Là aussi, en termes de longévité, Alexandre Letraine. Oui, alors... Non, mais c'est un vrai succès populaire. Ça correspond effectivement à l'esprit de France 3, qui est un esprit très proche des régions, très proche du spectateur. Et effectivement, et moi je trouve que c'est très bien, parce que moi je suis pas client, mais c'est très bien parce qu'on a tendance aujourd'hui à vouloir faire du jeunisme à tout prix. C'est très bien de ne pas oublier qu'il y a aussi des gens un peu plus âgés qui regardent la télévision. Pas qu'ils la font, j'ai dit. Victor Lanoux était un excellent acteur. Et Victor Lanoux était un excellent comédien. Qui était vraiment dans la peau de ce personnage. Après, il se l'était fabriqué. Après, pour moi, c'est pas la grande réussite de France 3. Pour moi, la grande réussite de France 3, ce serait Un village français. Parce que il y a une vraie écriture. C'est fait par Frédéric Krivine qui a écrit les PJ aussi. C'est une vraie écriture, c'est un vrai parti pris. Voilà. Et vous avez effectivement tourné dans Louis la Brocante. Oui, tout à fait. D'ailleurs, en regardant votre parcours, j'ai vu que vous aviez joué dans Louis la Brocante, Geoffroy Thibault. Quel est votre regard sur ce personnage qu'incarnait Victor Lanoux, vous? Je ne suis pas resté longtemps, moi je suis resté le temps d'un épisode, donc j'ai pas eu le temps tout à fait. Et même en général aussi. Mais non, mais moi j'aimais bien le bonhomme parce que tout d'un coup, ce que vous disiez tout à l'heure, la série permet aux spectateurs tout d'un coup de découvrir un vrai personnage qui vient chez vous. Et Victor Lanoux a su séduire de par son jeu et de par le personnage qu'il avait incarné et qu'il avait endossé. Et tout d'un coup, on avait l'impression un petit peu d'avoir Victor Lanoux chez soi, ce qui est quand même plutôt agréable. Et c'était un homme, je l'ai côtoyé, qui était plutôt assez froid au début. Et lorsqu'il vous adoptait, c'était un être exquis et drôle, tellement drôle. D'ailleurs, je vous propose tout de suite de revoir le générique de Louis la Brocante. Alors on va passer tout de suite à cette troisième photo. Regardez.
Alors, est-ce que vous avez deviné de qui il s'agit? Alexandre Le Train, Geoffroy. Moi je l'aime. J'ai un doute. Geoffroy Thibault a quelques doutes. Ouais, j'ai un doute. Alors, parce que j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus jeune sur la photo, mais Beaucoup plus mince. Et plus mince. Mais c'est bien lui. alors, Ouais, est-ce que c'est Bruno Kremer? pas du non, tout. Pas non, du tout. Pas du non. tout. Alexandre Le Train. C'est Roger Hanin Navarro. Roger Ah, Hanin. mais alors j'avais pas mes lunettes. C'est Bah c'est ça, il faut les mettre ces lunettes, elles servent à quoi? Elles sont sur la table. Et oui, on va Ah, parler d'accord. évidemment de cette Pardon. série ah, oui, Navarro, rien à voir. Navarro, j'écoute. Oui, Tu le fais bien. Ah bah je le fais incarné par Roger Hanin. C'est vrai que ça a marqué l'histoire de la télévision. C'est l'histoire de ce père célibataire, commissaire de police à Paris, qui élevait sa fille Yolande, incarnée par Emmanuel Boidron. D'ailleurs, on regarde tout de suite un extrait du générique de cette série. Et oui, un générique inoubliable. Alors c'est vrai que cette série, Alexandre Le Train, a été diffusée de 1989 à 2007. Et c'est vrai qu'avec la stratégie actuelle des chaînes, est-ce que vous diriez qu'il est encore possible d'avoir une série diffusée autant d'années? Parce que c'est 20 ans. Ah, autant d'années, oui, une série comme ça, non. Oui, Ça correspond plus du l'évolution. tout à l'écriture de la télévision. Hmm. Oui, bah, on a un avantage chez nous, c'est que les séries ont du mal à démarrer, mais quand elles démarrent, elles restent longtemps. Alors par exemple, il y a Sous le soleil sur TF1 qui a duré quand même pas mal 10 ans, je crois. Après, attention, Navarro, Julie Lescaut, Une femme d'honneur, toutes ces séries-là ont marché parce qu'elles n'étaient pas diffusées toutes les semaines. Elles étaient diffusées, il y avait, je crois qu'ils tournaient 4 ou 5 épisodes par an. Oui, tout à fait. Alors Donc, ça a commencé en 1989. regardez bien que je crois que quand ils sont arrivés à la fin, ils avaient enregistré, je crois, une 60aine d'épisodes inédits seulement. Donc Expliquez-nous en un 20 petit ans, peu c'est aussi quasiment rien. Ouais. la différence entre Navarro, évidemment, qui a duré. Il y avait eu aussi Brigade Navarro. Bah, alors, Brigade Navarro, c'est la réponse de TF1 à l'émergence justement de ces séries américaines dont on parlait Et ça n'a tout pas à l'heure. marché. Hein. Et ça n'a pas marché du tout. Ils ont allé récupérer effectivement des comédiens qui étaient dans. Alors, il y avait la fille, mon Dieu, Fugain qui était dedans. Oui. Il y avait Philippe Nicolic qui était des To Be Free. Des Je To ne Be me Free. souviens pas Et en fait, c'était une version C'était Navarro en de 50. 2007. C'était aux alentours de Ouais, 2007. et c'était produit par JLA, si je ne me trompe pas, Ah, la d'accord. boîte de Jean-Luc Azoulay. Et ça a duré. C'était des épisodes de 52 minutes. Ça n'a pas duré longtemps. Et ça n'a pas duré longtemps. Navarro avait la position un peu de chef. Il y a eu aussi une tentative de faire une série autour du personnage de Yolande Navarro. Et pareil, ça n'a pas marché. Donc, Et c'est vrai qu'Emmanuel Boidron, qu'on recevait dans une autre émission, confiait qu'au départ, Navarro devait durer quelques mois. Et que ça a Ouais. été. Ah C'est ouais. c'est vrai que le cheminement des épisodes s'est fait petit à petit. On ne se doutait pas, évidemment, on s'en doute jamais en télévision, d'une durée certaine. On va passer tout de suite. Geoffroy Thibault, Alexandre Le Train à la troisième partie de cette émission. C'est tout nouveau, c'est le Question Vérité. Dans le Question Vérité, le principe est simple, je vais évoquer un sujet pour chacun de vous. Vous allez avoir chacun votre petit sujet et vous me diriez si c'est une bonne ou mauvaise idée. On va commencer avec Alexandre Le Train. On va parler de Joe sur TF1. Vous vous souvenez de Joe? Ah oui, ça je m'en souviens bien. Ouais. Ouais. J'ai parlé de cette série diffusée en 2013. Joe était incarné par Jean Reno, l'histoire d'un policier qui, alors lui, il reculait devant rien, ce policier, hein, c'est bien ça. Hein. Et c'est vrai que la particularité de cette série, c'est qu'elle voulait être exportée aussi dans le monde entier. Expliquez-nous un peu ce phénomène de Joe. Est-ce que déjà cette série, bonne ou mauvaise idée? La série en elle-même, c'est une très 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 bonne idée sur le papier et une très mauvaise idée une fois qu'elle est à l'antenne. Oui. En fait, c'est fait en fait par un producteur, un auteur qui s'appelle René Balsé, alors qui n'est pas très connu en France, mais il a travaillé sur des séries qu'on a beaucoup vues sur TF1, qui s'appellent New York Section Criminelle et New York Unité Spéciale, qui sont quand même un gros monument de la télévision américaine. Et il a voulu importer un peu un format comme ça, donc il a travaillé avec TF1, mais enfin, on voyait bien, toutes les scènes de crime étaient sur un lieu touristique emblématique de la capitale, Notre-Dame, Montmartre, etc. C'était de la carte postale, et en soi, c'est très bien de vouloir exporter sa fiction. Est-ce que ça, Mais voilà. ça dépend ce qu'on exporte. Parce que ça avait été tourné en anglais. Hein. Et c'était tourné en anglais, donc c'est un peu En comme plus. Louis XIV qui parle en anglais au château de Versailles. Là, c'est pareil, c'était tourné en anglais, donc bon, c'était doublé chez nous. On pensait que ça allait faire carton plein et au final. Ça fait plein. Donc Plein de mauvaise cartons. idée. Ça, ils ont fait plein de cartons avec ça, si je puis dire. Hein, on aurait pu Ah, mais avoir très mauvaise idée. nos Très petits mauvaise cartons idée. comme dans une autre Non, mais émission où c'est- on marque mauvaise idée. Très mauvaise Ouais. idée. Très mauvaise La idée. série est vraiment pas bien. Ouais. Et en plus, pardon, mais Jean Reno, qui est pourtant un grand acteur, on l'avait pris aussi pour ça. Et il est connu à l'étranger, partout dans le monde. Mais Jean Reno, dans le jeu, était pas bon.
bon, s'il regarde cette émission... Est-ce que c'était bien écrit? C'était pas trop mal écrit, mais c'était l'archétype de tout ce qu'on avait déjà vu à la télévision américaine. Et voilà, et honnêtement, Jean Reno, malheureusement, était pas bon dans ce rôle-là. Geoffroy Thibault, un sujet qui vous concerne, qui va vous faire plaisir. Braco sur Canal+. Bah oui, ça me fait plaisir. Ça va vous faire plaisir. C'est vrai que vous avez fait partie de cette série, Braco sur Canal+, créée par Olivier Marchal, comme le rappelait Alexandre Le Train tout à l'heure. Mais à la fin de la saison 1, c'est vrai que l'acteur réalisateur avait aussi annoncé qu'il ne s'occuperait plus de la série. Pourtant, il en est le créateur. Plusieurs questions s'étaient posées, notamment dans la presse, alors que le tournage de la saison 2 devait démarrer. Et la question qui se posait, c'est la série pouvait-elle continuer sans son créateur. Est-ce que vous, ce départ, vous avez vu un certain changement dans la continuité? On en a tous, oui, on l'a tous vu. Bien mais peut-être dans le rôle que vous aviez, est-ce qu'il y avait des changements? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé à la dernière minute? En tous les cas, les personnages, certains ont disparu, qui auraient pu tout à fait continuer. Moi-même, mon personnage a pris un tournant à 90 degrés. Qui vous a plu? Qui m'a plu, certes. Hein. Non, je ne vais pas renier le personnage avec lequel on avait décidé avec Abdelraouf Dafri de rendre ce personnage complètement louvetingue. Bon, alors c'est vrai que c'est amusant et ça a été... j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire. Maintenant, c'est plus du tout le personnage qui était au départ... qu'Olivier Marchal avait créé. Et, donc voilà, on en a un petit peu souffert, oui, mais voilà, je pense que c'est une série qui aurait pu durer dans le temps et à mon avis, elle a été avortée pour diverses raisons. En tout cas, il a prouvé, Geoffroy, il a prouvé qu'avec un scénario qui est quand même très 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 bancal, quand on a affaire à un comédien remarquable, talentueux. Nicolas, vous avez eu raison de l'inviter. Non, mais il a fait vraiment quelque chose de remarquable sur cette série et ça a été beaucoup décrié dans la presse et tout ça. Mais la composition de Geoffroy en psychopathe à talons aiguilles était très bien. Beaucoup pas apprécié. Et je le vois encore même maintenant. Et là, vous aviez été attentif à ce moment-là aussi, notamment aux réseaux sociaux, ce qu'on disait. Oh là là, énormément, oui. Plus que puis il y a que certains moments. Des réflexions dans la rue auxquelles je n'étais pas habitué. Je crois que je t'en avais fait part, Alex, lors d'un... Ça a été un gain de notoriété ma vie a un peu changé, oui, à ce moment-là. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Tous les retours que j'ai eus, et puis les gens de la profession m'ont regardé différemment. Tout d'un coup, ils se sont aperçus. Ça vous a permis aussi d'avoir d'autres rôles? Non. Non, vous n'avez pas eu d'autres... Il en avait déjà plein. Ou d'autres propositions c'est-à-dire les propositions. Alors, curieusement, les propositions sont les mêmes que le personnage que j'ai incarné dans Braco. Donc, j'en ai refusé quelques-uns, quelques-unes propositions. Et là, j'essaye justement notre métier, c'est justement de faire des choses très, très différentes de la précédente. Et voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Mais c'est un vrai challenge en même temps. Parce qu'on a toujours peur de lâcher quelque chose qui nous a réussi, quelque part. Donc voilà. Mais bon, on est là pour ça aussi. C'est la prise de risque. Votre regard sur cette série, Alexandre Le Train? Moi, je vais pas renier. Moi, il y a des choses que j'ai trouvées bien. Après, c'est un vieux problème français. C'est que quand, aux États-Unis, vous avez un créateur qui s'en va, le créateur qui lui prend le relais essaye de se mettre dans les pas du créateur suivant. Là, en l'occurrence, le vrai problème sur Braco, hormis la prestation de Geoffroy dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que Marchal décrivait le mal-être des flics, leur rapport avec la hiérarchie, le mal-être, le fait qu'ils soient borderline des fois pour arriver à mener leurs enquêtes. La saison 2 à 4 de Braco en a fait des êtres corrompus, des êtres pas bons, des êtres... Voilà. Et ça, c'est ça qui m'a beaucoup gêné. Et puis surtout, parmi les personnages cultes, il y avait effectivement le personnage principal de Jean-Louis Anglade, il y avait le personnage de Geoffroy Thibault. Et honnêtement, comme je l'avais encore pas écrit et pas dit nulle part, je trouve que quand on a un personnage comme celui qu'a joué Geoffroy Thibault, la façon dont le personnage est évacué en début de dernière saison, en saison 4, c'est juste lamentable. Voilà, et ça démontre effectivement le travail d'écriture qui a été fait sur cette saison-là. Geoffroy Thibault, Alexandre Le Train, on va passer à cette toute dernière partie d'émission. Alors vous allez voir, vous allez être dans un autre rôle à ce moment-là, vous n'avez pu être ni acteur, ni journaliste série. On passe tout de suite au Si j'étais président. Et dans le Si j'étais président, le principe est simple, j'ai envie de vous connaître un petit peu différemment, pour voir si, quand ou si Geoffroy Thibault devient un jour président de la République. Ils doivent se dire, il est complètement cinglé le présentateur. Et aussi, non, on le savait Alexandre Le Train. Donc Alexandre Le Train serait aussi président, c'est quoi l'histoire? Exactement, en fait. D'accord. Le Si j'étais président, c'est savoir ce que vous feriez si aujourd'hui vous étiez président de la République.
Je vais vous demander d'abord quel serait votre premier voyage, Alexandre Le Traine, en tant que président. Mon premier voyage officiel. Ouais. J'irai allez, j'irai aux États-Unis pour essayer de montrer que les habitants de ce pays ne sont pas tous comme leurs dirigeants. D'accord. Geoffroy Thibault. Eh bien, moi, j'irai en Russie. Ah. Pour montrer, pour faire la même chose. Voilà, exactement. Hein, ça fait un bel C'est équilibre. bien, ça, un bel équilibre Quel des blocs. serait votre premier geste symbolique, Alexandre Le Traine? Oh là là là, je me suis jamais posé la question. Ouais, je me doute, c'est bien pour ça que je vous la pose. On peut voter en touche, hein, sinon. Non, moi, je peux répondre. Ah ouais, Geoffroy Thibault. C'est une réponse tout à fait simple. Ouais. Je rendrai obligatoire des cours de théâtre dans toutes les écoles. Ah, pas mal, pas mal. Qui nommeriez-vous évidemment Premier ministre? Alexandre Le Traine. Ah non, je te laisse répondre, mais je vais Moi, réfléchir. Alexandre Le Traine. En fait, Le mec qui se mouille pas. je vais biaiser la question. Ministre de je peux te dire qui je me nommerais ministre oui, de l'Intérieur. oui, Je peux te Alors, le dire. alors, Olivier Marchal. Olivier Marchal, ministre de l'Intérieur. Putain, ça aurait de la gueule. Ouais. Alexandre Le Traine. Tiens, quel serait le thème de votre premier discours? Ouais, pour rebondir sur ce que disait Geoffroy, effectivement, peut-être le thème de l'importance, parce que c'est quelque chose qui n'est jamais abordé, l'importance de la culture, Oui. qui est toujours absente de tous les discours politiques et des Ou campagnes. surtout à la fin. Ou surtout à la fin. Ouais. Mais l'importance de la culture. Mais moi, je dirais, mais c'est la première chose. C'est ce qui fait un pays, la culture. Ce qui cimente un pays. Ouais. Voilà, exactement. Donc moi, je commencerai par ça. Est-ce que vous auriez une nouvelle façon de vous habiller? Ou est-ce que vous garderiez le traditionnel costard-cravate? Cravate. Moi, je l'ai tellement porté Enfin, dans mes rôles. Je peux pas poser la question à Alexandre Le Traine qui aujourd'hui a une chemise. fait un Oui, effort. mais on m'a fait retirer ma veste. Donc je pourrais très bien imaginer T'as fait un que je n'aurais effort. pas de veste. Voilà. En gros, seriez-vous un président fun, Geoffroy Thibault? Oui, à mon avis, si j'étais président, je serais forcément fun puisque les gens m'auraient élu. Donc, si je suis pas fun, je pense que j'ai aucune chance d'être élu. En tout cas, oui, tu pourrais être... Alexandre Le Traine pour terminer. Moi, je pense que je président serais plutôt sinistre. fun, sinistre. Oh là là, Tristesse. malheureusement, je Non, serais sinistre. non, tu seras entouré de gens qui te lèchent les bottes et tout. qui te lèchent les bottes, ça, je n'en sais rien. Alors, vous voyez, on inaugure cette nouvelle rubrique. Déjà, je l'adore, je vais l'adopter, on va la remettre dans l'émission. Parce que c'est vrai que ça permet également de voir un petit peu la personnalité de nos invités. Alors, c'est assez si intéressant. je puis rajouter quelque Bien chose, sûr, Nicolas, Geoffroy Thibault. cette rubrique, je pense qu'il faudrait la rallonger parce qu'on ne peut pas être président à l'espace de 3 minutes. Il faudrait faire une heure et Alors demie. là, la Ça rubrique serait drôle. Ça serait drôle, s'adresse si- justement au début des présidents. Le premier Ah. discours, le premier geste symbolique. C'est ça. Voilà, c'est ça, toutes ces Oui, premières fois. monsieur Thibault. Merci beaucoup d'avoir Merci à vous, été Nicolas. avec Merci, Nicolas. nous en ce dimanche. Alors, je rappelle que vous êtes acteur, Geoffroy Thibault, et journaliste série, Alexandre Le Traine. Merci et bonne continuation. Merci, Nicolas. Merci, Nicolas. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès dimanche prochain pour un nouveau numéro de l'heure du bilan. C'est sur M5 TV. Prenez soin de vous.